La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est l'histoire de Matteo Cosnefroy, un ingénieur agronome qui découvre le cacao un peu par hasard au Pérou via l'agroforesterie. Pour la première fois, il y goûte une cabosse de cacao toute fraîche. Et c'est une révélation. Lui qui n'aimait pas spécialement le chocolat, il en découvre la vraie saveur. Alors quelques années plus tard, avec son ami Jimmy, lui aussi ingénieur agronome et héritier de la plantation familiale de cacaoyers au Pérou, ils décident de créer ensemble Racine Carrée. L'objectif, aller encore plus loin dans le bean to bar et travailler le cacao de la racine de l'arbre au carré de chocolat. Jimmy est en charge de la culture au Pérou et Matteo de la transformation dans son atelier à Saint-Janet, dans l'arrière-pays niçois. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, que vous soyez un chef pâtissier ou pâtissière, ou simplement un grand ou une grande gourmande, si vous le souhaitez, Racine Carrée propose aussi des voyages découvertes et experts pour se rendre au cœur de l'Amazonie dans les plantations de cacaoyers. Et des prochains voyages sont organisés en mai 2026 au Pérou, dans la magnifique région de Saint-Martin. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Mathéo. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Eh ben ça va, merci et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et puis en apprendre plus sur Racine Carrée. J'ai plein de questions. Mais déjà, peut-être pour commencer, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? C'était rien à voir, le tiramisu fruits rouges. C'est Aux un fruits truc. rouges en plus. Ouais, c'est ce que ma mère me faisait. J'adorais ça. J'ai un souvenir de ça. Après, non, c'est vrai que le chocolat n'a pas toujours été dominant dans ma vie, surtout plus petit, mais ça m'arrivait quand même d'aller grignoter quelques carrés de temps en temps à l'heure du goûter, mais non, c'était pas vraiment tout ce qui est dessert au chocolat. Je pense que j'avais du mal avec le chocolat qui était un chocolat un peu de supermarché, qui Oui. finalement va surtout avoir de l'amertume, mais pas d'autres parfums. Euh, ouais, c'était le tiramisu, fruits rouges. Et c'est quoi pour toi le chocolat idéal pour, enfin, tu vois, pour prendre un petit carré à la fin du repas Alors, à la fin du repas, moi, là, aujourd'hui, je consomme principalement du chocolat noir, Ouais. très clairement. Maintenant, un chocolat qui, pour une fin de repas, j'aime beaucoup, par exemple, le chocolat Altomiro qu'on a chez Racine Carrée, qui a plutôt des notes de fruits jaunes confits, notes de mirabelle, un peu de miel, pas du tout d'amertume, vraiment zéro amertume, alors qu'on est sur un 78% quand même, vraiment plus aux notes de fruits. Après, si on est en fin de repas avec un café, là, je vais plus aller chercher le 85 de la communauté native de Puru Puru, qui, lui, va avoir un peu plus de notes torréfiées. Je le montre un peu plus en torréfaction, avec notes de café qui vont sortir, notes un peu vertes aussi, qui se marient super bien avec le café. Ça marche top. Et alors, quand est-ce que tu as décidé de te lancer dans le chocolat? Quel était un petit peu le point de départ de toute cette aventure? Si en Alors, plus, tu étais pas forcément un féru de chocolat. moi, le chocolat, j'arrive d'abord par le cacao, en fait, notamment via l'agriculture. En fait, j'ai fait du coup des études d'ingénieur agronome. Et donc, en fait, je suis parti pendant un stage de 6 mois pour une ONG au Pérou.
ONG française qui travaillait au Pérou, ont remplacé en fait les champs de coca par des champs, par d'autres cultures alternatives en agroforesterie. Et c'est là où en fait le cacao m'a apparu comme un modèle agroforestier qui avait du sens pour ces producteurs qui du jour au lendemain devaient arrêter de produire du coup de la coca. Et du coup, je me suis vraiment, enfin, c'était un modèle en agroforesterie que je trouvais bon, dans le sens où on remplaçait justement une culture qui était vraiment dévastatrice pour l'environnement par quelque chose une alternative qui est quand même plus durable, avec un système agroforestier où il y a un retour de la faune et de la flore qui est possible dans ces plantations-là. Et donc ça a été une première expérience. Donc je suis vraiment tombé amoureux du fruit frais notamment, du mucilage, le goût de la pulpe fraîche du cacao, où c'est vraiment un goût où on ne se rend absolument pas compte. Beaucoup de gens connaissent ce goût-là, mais c'est vraiment pour moi le meilleur fruit du monde. Et après, à partir de là, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'étude des cacao natifs, où j'avais du coup tout un programme où je devais goûter aussi les différents fruits frais pour avoir une idée du potentiel aromatique ensuite pour faire du chocolat. Alors, c'était une vraie découverte où tu te rendais compte que bah, voilà, chaque variété, chaque terroir va amener des notes aromatiques vraiment différentes. On va passer aussi bien des notes de pastèque, de melon, des notes de fruits de la passion, des notes d'agrumes, yuzu, cidra, enfin voilà, vraiment une panelle aromatique très importante de fruits dans la pulpe fraîche du cacao. Et à la fin de mon stage de fin d'études, le directeur du projet dans lequel je bossais m'a offert justement quelques tablettes de chocolat qu'on appelle bean to bar, qui est donc de la fève à la barre de chocolat. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, ces notes aromatiques fraîches de fruits, des typicités de chaque variété, on pouvait aussi les retrouver jusque dans le chocolat. Et on va dire que j'ai développé cette passion. Je me suis un peu éduqué aussi au niveau des papilles grâce à ça. Et là, ça a été une vraie révélation où finalement, c'était pas le goût du chocolat classique que ma mère ou ma grand-mère achetait, où il y avait beaucoup de gras, beaucoup d'amertume, surtout un parfum de sucre et un petit parfum de vanille derrière, parce que très souvent, on rajoute de la vanille dans le chocolat pour justement compenser un peu le manque d'arôme. Et donc, du coup ouais, c'était ça vraiment ma vraie révélation autour du chocolat. C'était en 2018, 2017, dans ces eaux-là. Finalement, assez tard dans ma courte vie. Et du coup, ouais, ça a été le première approche avec ce que moi, je considère comme du chocolat aujourd'hui, vraiment, quoi. Et quand est-ce que tu décides du coup de te reconvertir et d'abandonner toute la partie ingénieur agronome pour te lancer à fond dans le chocolat? Alors, je ne l'ai pas complètement abandonné, hein, cette partie agronome. Moi, je repars tous les ans, 2-3 mois par an au Pérou pour continuer à faire les récoltes, la grosse campagne de récolte. Alors, comment ça s'est passé? Il y a eu un événement mondial qui s'appelle le Covid, qui m'a un peu empêché de voyager dans les plantations, là où était finalement mon expertise et mon travail, quoi. Et donc, j'étais bloqué chez moi, chez ma maman, à Paris, où je faisais du chocolat dans la cuisine. Alors, ça foutait un boucan pas possible, des pots de sève partout, la machine qui broie toute la nuit, toute la journée, voilà. Et donc, je faisais ça un peu de manière autodidacte, en regardant des tutos sur YouTube, en apprenant à droite, à gauche, comme ça. Et puis, au final, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, enfin, on ne sait pas combien de temps on allait être bloqué, on ne savait pas trop, c'était encore très vague, cette histoire de Covid. Donc, je me suis dit, bon, bah là, de toute façon, je ne peux plus travailler, j'ai pas 30 ans, donc je peux encore devenir apprenti. Donc, pourquoi pas me lancer pour apprendre à fabriquer du chocolat dans une chocolaterie qui fabrique à partir des fèves de cacao, sachant que suite à mes études, j'ai enchaîné avec un poste un peu plus sur toute la partie qualité, donc récolte, fermentation et séchage des fèves. Donc, je me suis un peu intéressé aussi à la fin de mon stage de fin d'études justement sur la partie qualité. Et déjà, par curiosité, je fabriquais du chocolat directement dans les plantations avec les producteurs. C'était pas très bon. C'était voilà, je fabriquais à la poêle, feu de bois. Enfin, c'était un peu archaïque, mais au moins ça a été une première approche.
Et donc, du coup, avec le Covid, je me suis dit, bon, bah voilà, je pars faire mon CAP. Donc, je suis parti en tant qu'apprenti, passer mon CAP chocolatier à Bordeaux, chez Asna Chocolat Grand Cru, où j'ai été formé pendant 1 an autour du chocolat, sans forcément avoir l'idée de derrière monter un projet, monter ma chocolaterie. C'était vraiment histoire de compléter mes compétences, essayer de comprendre un peu mieux ce que un chocolatier va chercher dans une fève de cacao, comment il la voit, comment il étudie et comment il l'aborde pour essayer pour ensuite, sur la partie qualité, récolte, fermentation et séchage, essayer de m'améliorer en fait sur cette partie-là. Et puis finalement, à la fin de mon CAP, j'ai mon ancien collègue et ami Jimmy qui m'appelle, qui me dit, voilà, je viens de perdre mon papa à cause du Covid. Avec mes frères, on a hérité de 5 hectares de cacao, une plantation que j'avais déjà visitée, que je connaissais, puisqu'on était très amis. Donc voilà, j'avais déjà eu l'occasion d'aller voir cette plantation, avec des variétés très intéressantes, une diversité très, très, très intéressante. Et donc, du coup, il m'a dit, est-ce que nous deux, on ne pourrait pas monter un projet ensemble où on peut… voilà, moi, j'avais aussi la partie récolte, fermentation. Jimmy, lui, était plus sur la partie productivité, donc management de la plantation, système agroforestier, greffage, taille, entretien, toutes ces choses-là. Et derrière, avec la partie fabrication du chocolat aussi, que je commençais à maîtriser un peu plus. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet un peu, du coup, Racine Carrée, où on travaille du coup de la racine du cacao au carré de chocolat, en gérant justement ces différentes étapes. Voilà. C'est pour ça que souvent je dis toujours, il y a toujours quand même un lien avec l'agriculture parce que on gère justement ces différentes étapes et c'est peut-être ce qui fait aussi un peu notre différence dans le monde de la chocolaterie aujourd'hui, c'est d'avoir ce lien aussi fort aussi bien avec les producteurs qu'avec justement ces processus de récolte, de fermentation et de séchage qui vont impacter énormément au niveau des notes aromatiques du chocolat ensuite. Oui, parce que déjà, je trouve dans le chocolat bean to bar, il y a quand même cette place énorme de sélection, de fèves, etc. Donc, il y a une place énorme de l'agriculture. Mais du coup, là, effectivement, vous allez encore plus loin puisque c'est même pas de la Exactement. fève à la tablette. Alors, nous, on aime bien dire qu'on est fresh bean to bar, c'est-à-dire qu'on travaille de la fève fraîche, en fait. Tous les 2 semaines, on se rend des différentes plantations avec lesquelles on travaille. On demande aux producteurs de retirer les fruits de l'arbre et on va nous-mêmes ouvrir les cabosses pour sélectionner la matière fraîche première. Ça, c'est notre force, c'est ce qui nous permet derrière d'avoir des lots qui sont parfaits pour faire des belles fermentations, parfois très longues. Souvent, je dis, voilà, je fermente 14, 15 jours, 16 jours, 17 jours. Certains lots, j'ai des professionnels, notamment qu'on croise au sein du chocolat, qui sont super étonnés en disant, mais c'est extrêmement long, finalement, ça finit par pourrir et tout. Et en fait, nous, on va surtout écouter ce que la fève nous donne et nous permet de faire. Et donc, du coup, c'est des approches qui sont un peu différentes. Là où le bean to bar, lui, va acheter ses fèves qui sont déjà fermentées, séchées, sur un catalogue à un sourceur. Le sourceur, lui, généralement, son objectif, c'est de remplir un conteneur d'une origine qui va, du coup, généralement travailler une région. C'est comme si on pouvait comparer avec le vin où, par exemple, certains bean to bar va travailler, je sais pas, par exemple, Pays de la Loire, Bourgogne, Bordeaux. Nous, on va plutôt travailler avec les châteaux, c'est-à-dire qu'on va travailler parcellaire par parcellaire. On est sur pas plus de quelques hectares, de 2 à 7 hectares à peu près. Là où souvent le bean to bar va acheter à des coopératives qui regroupent parfois plusieurs milliers de producteurs. Voilà, on peut prendre l'exemple de la coopérative Norandino à Piura, au nord du Pérou. C'est plus de 4000 producteurs. 4000 producteurs, ça représente l'équivalent du nombre de vignobles qu'il y a dans le Bordelais. Voilà. Donc, on est vraiment sur c'est un peu des échelles différentes. Après, c'est sûr que c'est déjà très bien de faire du bean to bar. C'est déjà une approche qui est beaucoup plus intéressante qu'un chocolat par pays. Acheter du vin de France, du vin d'Espagne ou du vin d'Italie, ça veut un peu tout rien dire. Nous, on aime bien comparer ça justement avec le vin. Souvent, c'est marketé de cette manière-là, mais c'est très malheureusement trop peu travaillé comme le vin, quoi. Oui, mais qu'est-ce que, du coup, toi, ça va t'apporter peut-être dans le travail après, tu vois, des fèves, justement, qui rejoint, du coup, certainement un peu ce parallèle avec le vin que tu faisais, d'avoir eu tout ce background, tu vois, d'avoir eu toute cette
connaissances du coup plutôt agroforesterie et puis agriculture plutôt, tu vois, et Ouais. d'avoir vraiment été sur les plantations longtemps, enfin tu vois, pas juste les avoir vues. Bah, ça nous permet aussi de mieux expliquer le pourquoi du comment tel ou tel arôme vont se développer dans telle plantation. Et puis moi, ensuite, sur mon process de fabrication, je vais énormément impacter mes process au niveau de torréfaction, ce genre de choses, euh, par rapport à ce que le lot a vécu en amont. C'est-à-dire que si j'ai une fève qui était récoltée en saison des pluies, généralement, il y a plus d'eau, il y a moins de soleil, donc moins de sucre dans la pulpe fraîche, ce qui va nous faire des fermentations légèrement plus courtes. Et ces fermentations qui vont être plus courtes auront besoin d'avoir un niveau de torréfaction généralement un peu plus soutenu, un peu plus élevé. Et donc tout ça, moi, je vais pouvoir l'étudier, le travailler en amont avant de passer à mon process de transformation et permettre pour chaque lot, parce que chaque lot qui arrive chez nous, chaque récolte en fait rentre dans un sac et chaque sac fera une tournée, un batch. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'au dos de la tablette, généralement, on mentionne la date de récolte de chaque bâche. Pourquoi? Puisque de telle récolte ou telle récolte, on va avoir des notes aromatiques qui vont être légèrement différentes. C'est comme avec le vin. Voilà, il suffit qu'il y ait plus de pluie, moins de pluie, que ce soit la saison des oranges, par exemple. Les levures qui vont faire la première fermentation dans le cacao, elles sont souvent indigènes et natives de chaque plantation. Donc, il y a un effet terroir qui est boosté par cet effet-là. Et il suffit qu'on soit en pleine période de récolte des oranges, on peut retrouver des notes agrumes qu'on n'aura pas forcément à un autre moment. Voilà, tout ça va s'impacter. Et au moment de la dégustation, je sais qu'on l'explique ça aussi. On explique le pourquoi du comment cette note aromatique-là est arrivée et pas l'autre. Voilà, ça permet de créer aussi du lien entre le producteur, son terroir et ce qui se passe là-bas avec le produit final et la dégustation qu'on va pouvoir faire ensuite. Et avec un sac, du coup, tu fais à peu près combien de tablettes? Parce que du coup, tu travailles à chaque fois sur des petites quantités, quoi. Ouais, bah c'est 66 kilos un sac. Donc on fait 66 kilos de fèves. En gros, comme on ne rajoute pas de beurre de cacao, de vanille, de lécithine ou autre chose, c'est vraiment deux ingrédients, Mm. la fève de cacao et le sucre. Euh, sur ces, sur ces 66 kilos, on considère qu'un chocolat à 70%, pour 1 kilo de fèves, tu fais 1 kilo de chocolat. Parce que tu perds en torréfaction, en humidité, tu perds au moment où tu vas retirer la petite peau qui entoure la fève. On considère à peu près qu'on a une perte autour de 30%. Et ces 30% que tu vas perdre, tu vas les rajouter en quantité de sucre. Donc, Ok. après, ça dépend des chocolats que je fais. Si je fais un chocolat à 62, forcément, j'aurai besoin de moins de fèves qu'un chocolat à 85. Mais considérons qu'un chocolat à 70%, qui est une moyenne, voilà, 1 kilo, 1 kilo, donc 66 kilos de fèves, ça fait 66 kilos de chocolat à la fin. Ok. Et donc 66 Donc, kilos, 1000 tablettes. ok. Donc c'est des petits. Enfin, tu vois, oui, je pensais que c'était presque des quantités encore plus petites et du coup ça te demandait beaucoup plus de travail, peut-être, tu vois, que un autre chocolatier, même Bean Bar, qui se dirait, bah, je vais prendre, tu vois, genre tout ce qui est la même origine à peu près et je le travaille de la même façon et voilà. Alors, Mais du Le, coup, ouais, le bean to bar, lui, comme il achète à des sourceurs qui, eux, vont remplir un conteneur, en fait, le conteneur, il va mm, être homogénéisé au moment du départ, c'est-à-dire qu'ils ouais, vont prendre toute la quantité de fèves, ils vont tout brasser sur place, tout mélanger, les différentes récoltes, les différentes plantations, pour créer un lot qui sera le lot 2022 de la région, je sais pas, Selva Tabasqueño au Mexique ou de Chuao au Venezuela. Et ça sera ce lot qui sera distribué à travers l'Europe pendant l'année où le conteneur a été importé. Et donc, c'est-à-dire que ce bean to bar, il va pouvoir éventuellement acheter deux sacs, là, je ne sais pas, on va dire deux, trois sacs en janvier. Il pourra racheter deux, trois sacs en juin. Potentiellement, ça sera les mêmes fèves. ouais. Et donc, du coup, il n'y aura pas vraiment de changement à faire dans son process. Par contre, nous, à chaque fois qu'on ouvre un sac, pour le coup, oui, il faut que je régule mon process derrière. Alors, mes pourcentages restent les mêmes, parce que sinon, enfin, du packaging et compagnie, c'est pas possible. Enfin, ça serait trop compliqué. Mais sur la partie torréfaction, c'est sûr que ça nous aide. Après, on a aussi l'avantage, c'est que comme c'est nous qui gérons l'approvisionnement, toute la partie nettoyage des fèves en amont, parce que souvent quand on ouvre un sac de fèves, il peut arriver d'avoir des cailloux, des morceaux de clous, enfin plein de choses qui n'ont rien à voir à faire dans le cacao. Nous, on a
toute une partie de nettoyage qui est directement fait dans la plantation via notre première entreprise qui est, elle, au Pérou. Et ce qui nous permet du coup d'avoir beaucoup moins de travail à faire aussi une fois que le sac arrive en France. C'est-à-dire que je l'ouvre, je sais qu'il n'y a aucun problème, que je peux directement passer à la torréfaction et pas perdre de temps à devoir tout retrier, tout renettoyer et tout ça. Alors oui, ça va être ma question. Qu'est-ce que c'est, enfin, c'est quoi du coup la première chose que tu fais toi quand tu vas travailler pour créer un nouveau chocolat, sachant que du coup tu dois un peu t'adapter et te dire ok comment est-ce que enfin s'assurer que tu as les meilleures notes, etc. Tu passes quand même directement à la torréfaction. Alors, non, alors imaginons que j'ai une nouvelle plantation qui s'intègre au projet. Déjà, on va étudier sur place. Ouais. On va visiter la plantation, on va voir les variétés qu'il a, la quantité de telle ou telle variété. Au moment où on va ouvrir les cabosses, on va beaucoup sentir les notes de cacao frais. On va les goûter aussi. Souvent, c'est pas mal de notes aromatiques différentes, parce qu'il n'y a pas toujours qu'une seule variété dans les plantations. Ça arrive, Ouais. mais ce n'est pas toujours le cas. Donc évaluer ça. Ensuite, au moment où on va avoir fini d'ouvrir les cabosses, on va ramener les seaux de cacao frais au centre de fermentation dans la plantation de Jimmy. Là, on va analyser le niveau de sucre qu'on a présent dans la pulpe. On va toujours goûter, hein, encore une fois. Et là, on va placer des thermomètres sondes dans chacune des caisses de fermentation qu'on aura récoltées pour faire justement un suivi des températures, ce qui va nous indiquer l'orientation de la fermentation. C'est des températures qui sont des indicateurs pour permettre d'orienter la fermentation, comment la fève nous permet d'orienter en fait. C'est pas nous qui choisissons, voilà, là je vais lui faire une fermentation comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est la Ok. fève qui a des réactions chimiques et en fonction de ce qui se passe dans la caisse de fermentation, nous avec les températures, on est capable de traduire ça et prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est pour ça que parfois, au moment de la fermentation, on va attendre parfois 24 heures, mais on peut aussi parfois attendre 4-5 jours avant de commencer à brasser les fèves. Voilà, ça c'est la première étape. Une fois qu'on a suivi la fermentation jusqu'au bout, on va couper les fèves pour analyser le niveau de fermentation dans le lot. Une fois qu'on semble OK, c'est-à-dire un niveau de fermentation de 80%, puisque la fermentation se poursuit aussi au séchage, surtout sur les premiers jours. Voilà, quand on est à peu près à 80%, on va le mettre, les fèves à sécher. Ces fèves de cacao, une fois qu'elles sont sèches, là, on va commencer à déjà analyser les notes aromatiques qu'on va avoir dans le sac. Bon, elles sont sèches. Mais ça revient aussi enfin, c'est la même chose que je fais quand le sac arrive à la chocolaterie en France, où là, pareil, je vais rouvrir le sac. Le cacao n'aura pas vraiment évolué normalement entre les deux étapes. Donc, ça me permettre de reprendre un peu une idée des notes aromatiques. Là, je vais pouvoir goûter la fève fraîche. C'est-à-dire que je vais prendre la fève, je vais la croquer, je vais goûter l'intérieur de la fève, pouvoir analyser voilà, si on est plutôt sur des notes de fruits, s'il y a une forte acidité, si c'est plutôt floral, s'il y a de l'astringent, de l'amertume, ces choses-là. Ce qui va me permettre d'avoir à peu près une idée sur quel niveau de torréfaction je vais pouvoir l'amener. La taille des fèves aussi va jouer énormément. Plus la fève va être grosse, plus elle va prendre de temps pour torréfier à cœur, pour se dessécher à cœur, perdre l'humidité qu'on a besoin de perdre lorsqu'on va torréfier. Donc ça, on va l'analyser aussi. Et puis après, je prends des petites poignées de fèves et je fais des tests. C'est-à-dire que là, Ok. très empirique. Avec toutes les informations que tu as eues en amont, tu vas avoir une idée globale de vers où ça va aller. Mais imaginons que voilà, c'est un lot qui a été très bien fermenté avec un niveau de sucre très élevé, très longtemps. Je vais torréfier. Je vais faire voilà, une fourchette je vais torréfier une fois à 105, une fois à 110, une fois à 115, une fois à 120. Pour avoir une idée, une fois que j'ai fait ça, je vais goûter. Une fois que j'ai goûté, je vais me dire, ah, là, je vais conserver la note que j'aime, alors que là, je l'ai un peu retirée puisque je l'ai trop brusqué. Parfois, on peut aussi allonger le temps de fermentation, on peut le réduire. On va jouer sur toutes ces choses-là. Le temps de torréfaction, excusez-moi, je me suis trompé. On va le réduire, on va l'allonger. Voilà, on va moduler en fonction de ça. On va faire des tests, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui me semble concluant. Une fois que j'ai ça, je torréfie à peu près 1 kilo. Là, je le passe dans des petites machines qui vont permettre de broyer, des petits moulins.
des moulins secs, un peu qu'on utilise pour extraire de l'huile ou ce genre de choses. Et je vais faire mon premier test de chocolat avec déjà de liqueur, donc de pâte de cacao à 100%. Et à partir de là, une fois un peu terminé, je vais pouvoir goûter et attaquer les tests par rapport au niveau de sucre qu'on va rajouter. Généralement, avec une fève de cacao, enfin une liqueur, j'aurai déjà une bonne indication s'il faut plutôt aller chercher en dessous de 70 ou au-dessus de 70% pour avoir le bon équilibre entre bah, un bon équilibre de recettes sucre, cacao. Pas que le sucre prenne trop la place, mais il ne faut pas non plus que le cacao soit trop présent et que ça soit trop perturbant pour le consommateur. Et puis après, ça dépend aussi vers ce que je veux chercher aussi avec cette fève. On est une chocolaterie où on travaille en direct avec les producteurs, on travaille dans un rayon de 60 km. Il me faut aussi une gamme de produits variés qui va plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer le cacao quand il va être plus puissant, plus amer, plus corsé, d'autres qui vont chercher plus la douceur. Voilà. Donc ça dépend aussi par rapport à la gamme que je veux proposer. Et donc, je mets toutes ces informations-là, je mélange et il me sort une recette qui va correspondre par rapport à ce que j'attends de cette fève et du produit final qu'on veut proposer. Ouais, donc finalement, je trouve qu'en t'écoutant parler, tu as une approche très, très scientifique et très. En fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte et c'est une fois qu'on a pris tous ces paramètres, qu'on regarde vraiment tous les éléments, etc., on a le produit final qui peut être. Ouais, c'est exactement ça. Bah, Racine Carré, il est inspiré de là aussi. Hein. On est des scientifiques. Hein. Jimmy comme moi, on est deux ingénieurs. On a une approche un peu plus scientifique de la fabrication du chocolat. Et ouais, moi, je crois en ce que les, les données nous disent, quoi. Enfin, et puis après, derrière, il y a le côté forcément palais, mais oui, le côté scientifique est clairement omniprésent chez Racine Carré, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le cacao, dans le chocolat, tu vois, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fascine le plus? Et après, j'ai envie de te demander aussi quel est au départ, du coup, quand tu as découvert ce produit, quand tu as découvert le cacao, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Et pareil, qu'est-ce qui a un peu créé une fascination? C'est de partir d'un produit qui est à la base un fruit qui pousse sur un arbre avec un goût d'une pulpe fraîche, fruitée, florale, une texture complètement, mais à l'opposé de ce qu'on imagine du chocolat. Et voir que chaque étape, petit à petit, tu fais ton chemin pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui du chocolat. Mais il y a tellement d'étapes et tellement de transformations qu'au final, c'est un milieu enfin, c'est un monde qui est tellement immense. Et donc, du coup, pour moi, c'est une espèce de terrain de jeu où, en fait, tu te rends compte que tu peux approfondir sur chaque point et t'améliorer sur chaque point au fur et à mesure des années. Et donc, du coup, j'ai un peu la sensation que je m'ennuierai vraiment jamais avec cette matière-là, puisque en gérant justement toutes ces étapes, on arrive à aller vers quelque chose de très complexe, mais et pouvoir le dompter. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me plaît. Et deuxième point derrière, c'est le bonheur que tu amènes aux gens, le fait de manger un carré de chocolat. C'est un plaisir qui, pour certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, hein, évidemment, tout le monde n'aime pas le chocolat, mais les gens qui sont un peu amateurs de chocolat, tu leur amènes du bonheur, quoi. C'est vraiment, tu ressens dans leurs yeux, ils ont des émotions quand tu leur fais goûter telle ou telle chose, tu les fais comparer et tout, il se passe plein de choses dans les yeux. Et ça, c'est super agréable. Nous, on est tout petits, hein, on travaille, moi et ma compagne à la chocolaterie, on n'est que tous les deux. Et on prend le temps souvent avec les gens sur aussi une partie éducation hein, quand tu rentres dans la boutique. Alors, c'est un laboratoire boutique, un atelier boutique, il y a vraiment les machines qui tournent derrière. Souvent, je suis en train de torréfier, il y a des odeurs, il y a tout ça. Mais voilà, on a à cœur de prendre le temps avec chacun, d'expliquer justement. On a la capacité d'expliquer les différentes étapes. Il y a un côté un peu éducation que j'aime aussi beaucoup, ça je me rends compte de plus en plus, notamment avec aussi les ateliers qu'on va pouvoir proposer à la chocolaterie. Toutes les 2 semaines, on a des ateliers où
où justement, on apprend tout sur le cacao, on fait découvrir voilà, la récolte, la fermentation, le séchage, la torréfaction, le broyage, jusqu'au fait de couler les tablettes, la maturation du chocolat, voilà, faire goûter, sentir, découvrir, faire découvrir tout ça aux gens. Puis aussi la partie, je me suis rendu compte de ça cette année, j'ai emmené en fait 3 clients, collègues, amis, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il y avait un pâtissier, le chef pâtissier de l'hôtel du Couvent à Nice. On avait une ingénieure agronome qui est super passionnée par tout ce qui est par le monde du cacao et du chocolat. Et une chocolatière qui est, elle, beaucoup plus spécialisée dans toute la partie artistique. Du coup, je les ai emmenés avec moi au Pérou, faire les récoltes, tout ça, leur faire découvrir justement cette partie-là. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu, justement, le partage des connaissances, leur faire comprendre pourquoi tel chocolat va avoir telle note aromatique. Quand tu leur fais goûter la fève directement dans la plantation où ils ont l'habitude de manger ce chocolat, ils arrivent à créer du lien et du sens au final dans leur manière de consommer telle ou telle tablette. Et ça, c'est quelque chose aussi qui moi, aujourd'hui, me plaît de plus en plus et que j'aimerais bien développer au sein de Racine Carrée. Voilà. Je crois que tu avais une autre question, je n'ai pas répondu. Si, tu as répondu à toutes mes questions. Et justement, tu disais que une des choses que tu aimes le plus, c'est voir un peu l'émotion dans les yeux des gens. Toi, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois du coup que tu as découvert et le cacao et que tu as mangé du coup une première tablette de Bean to Bar, comme tu en parlais tout à l'heure? Ah c'était la surprise, hein. C'était la surprise totale. J'ai eu une espèce de sensation de « Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pas du tout ce que je pensais, en fait, le chocolat. Ça peut être autre chose aussi. Comme l'impression de goûter pour une première fois vraiment du chocolat. J'ai eu cette sensation-là. Après, quand j'ai mangé une fève de cacao, ouais, déjà je pense qu'à l'époque, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, quoi. Enfin, j'étais vraiment... j'étais un novice total. Donc déjà, voir un fruit qui pousse sur un tronc au milieu de la forêt amazonienne, déjà, c'était un peu ah ouais, ça ressemble à ça, ok. Ouvrir la cabosse, arriver voir cette pulpe blanche un peu gélatineuse qui entoure. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Et puis, ouais, et après, je pense que le cacao, c'est un truc qui touche en plein cœur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cacao qui est relié au cœur, qui va être bon pour la santé sur pas mal d'aspects. Et ouais, je pense que moi, ça m'a marqué sur ça. Et puis aussi sur le côté modèle, le modèle agronomique alternatif pour ces petits producteurs qui vivent de 3 fois rien, tu leur donnes une machette, ils survivent au fin fond de la forêt. C'est des gens qui sont méga débrouillards. Moi, j'arrive, je suis en école d'ingénieur français, je dois un peu leur expliquer comment trouver des alternatives et tout ça. Je ne me sentais pas vraiment totalement légitime. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'échanges avec ces gens-là où j'ai appris énormément d'eux. Mais j'ai pu amener ma vision aussi un peu plus ingénieur carré, on va dire. Et en fait, on a réussi à faire quelque chose d'assez cool et assez incroyable ensemble. Ouais, c'était quand même des souvenirs particuliers. Et puis, je me suis dit vraiment, à la base, quand je suis arrivé là-dedans, moi, j'ai toujours aimé la nourriture, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été très gourmand, que ce soit le sucré ou même surtout le salé, en fait, à la base, plus qu'autre chose. Je me suis toujours dit au fond de moi-même, voilà, là pour l'instant, tu es au Pérou, tu es au fin fond de la jungle, tu as tes copains qui achètent des apparts, font des enfants, se marient, toi, tu es tout seul au milieu de Péruviens, voilà. Mais c'est pas grave, toute l'expérience que tu es en train d'acquérir aujourd'hui te servira plus tard. S'il faut devenir chocolatier, se reconvertir, partir sur quelque chose de vraiment plus culinaire, je sais que c'est quelque chose qui me plairait et que j'en avais les capacités. Donc, du coup, j'étais un peu aussi... j'avais quand même cette petite idée-là derrière la tête déjà à l'époque, même si je ne me l'avouais pas. Je me disais, voilà, pire en solution de repli, si un jour j'en ai marre de me faire manger par les moustiques toute la journée, j'aurais une possibilité de retomber sur mes pattes. Et la preuve, au final, on a créé ce projet avec Jimmy qui me permet d'avoir une équipe de ville quand même qui est plus sensée.
Bah voilà, j'ai une partie en France, une partie au Pérou. Je ne perds pas ma vie péruvienne, hein, j'y retourne tous les ans. Mais derrière, j'arrive à créer une vie un peu plus stable quand même à côté de ça, quoi. Est-ce que, du coup, sur toute cette partie, peut-être au Pérou, comment dire, pas est-ce que tu pourrais, enfin, à quel point c'est important de garder ça pour toi? À Ah la ben fois dans ton métier, mais aussi, genre, tu vois, d'un point de vue perso, j'imagine que ça t'apporte plein de choses. moi j'ai ma deuxième famille là-bas. J'ai Jimmy, sa dernière petite, je suis son parrain déjà. J'ai ma famille péruvienne. Dès que je retourne là-bas, j'ai mes habitudes, j'ai mes plats préférés. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'arriver, qu'on m'a déjà invité à dîner, à déjeuner, en me préparant telle ou telle spécialité locale. Ça me permet aussi de garder une vision de la vie un peu différente, dans le sens où là-bas, ben, c'est un peu plus précaire. Les gens, ils vivent avec 3 fois rien, mais ça ne leur empêche pas d'être heureux euh, sur beaucoup d'aspects. Et donc, du coup, toi qui es un peu embêté dans ta vie quotidienne en France, où des choses, tu vas râler pour des choses qui sont finalement, c'est pas la catastrophe, quoi. Oui, ok, c'est un peu embêtant, mais il y a pire dans la vie. Ça te ramène un peu les pieds sur terre, quoi. Ça te permet d'avoir toujours une piqûre de rappel, de se dire, ok, bon, on traverse telle épreuve ou tel truc qui est un peu compliqué, mais voilà, quand je prends en exemple, voilà, le- le- la vie quotidienne de certains Péruviens qu'on côtoie, on n'a pas à se plaindre en fait. Ça permet de quand même te rappeler ça. Et aussi, ça te donne de l'énergie pour dire pourquoi tu fais ça. Quand il y a des jours où tu en as marre, tu fatigues, parfois la production de chocolat, ça peut être assez répétitif. Bon, bah, ok, d'accord, c'est répétitif, mais en même temps, ça permet de faire vivre 5 familles, 6 familles complètes au Pérou de manière décente, en payant un bon prix, en valorisant leur travail, en valorisant leur cacao, euh, avoir une reconnaissance aussi du travail qu'ils font. C'est des valeurs humaines qui sont fortes et qui, pour moi, sont obligatoires sur la partie aussi bien pro que sur la partie perso, quoi. Ça, c'est sûr. Si on fait un petit aparté d'ailleurs sur le Pérou, euh, qu'est-ce que peut-être qu'est-ce qui t'a surpris dans ce pays, dans la culture au départ, et qu'est-ce que t'aimes particulièrement? Alors, moi, j'étais une personne un peu stressée, tendue de base, plus jeune. J'avais pas le temps, ça fallait que ça aille vite, voilà, tout le temps. Et j'ai appris un peu à souffler, c'est-à-dire que bah, à l'époque, au tout début, quand je travaillais dans l'ONG en vol vert là-bas, je faisais des réunions, donc réunion à 8 heures, bah, tout le monde se pointait à 9 heures, c'était normal en fait. Il n'y avait pas de. Mais vraiment, c'était normal, 8 heures, bon, bah, on arrive à 9 heures, c'est l'heure péruvienne. Tout le monde part du principe, bah, dans tous les cas, ils vont tous être en retard, donc finalement, tout le monde arrive en retard. Et, voilà. Et en fait, ça t'apprend à un moment donné à se dire, bon, bah, on le sait, c'est pas grave. Par contre, toi, tu dois être là à Ouais. 8 heures, ça c'est sûr. Parce que s'il y en a un qui arrive à l'heure, et que toi, tu n'es pas là, ben, ça ne le fait pas. Mais donc, du coup, voilà, j'ai un peu appris à relâcher, à me poser un peu, à prendre moins les choses à cœur sur certaines choses. Et voilà, après, qu'est-ce qui m'a plu aussi, bah, c'est le côté détente, cool, dans ses mauvais côtés et ses bons côtés. On a eu beaucoup de difficultés au début à trouver les producteurs avec qui on pouvait bosser, parce que la plupart des producteurs là-bas au Pérou, ils disent jamais non en fait. C'est-à-dire que tu es là, ouais, demain on récolte chez toi, nanana, il faut que ça soit prêt, on organise tout. Toi, tu te lèves à 4 heures, tu fais 2 heures de route, tu arrives là-bas à 6 heures du matin, prêt comme jamais, et là tu arrives, il n'y a personne, rien n'est fait. Voilà, c'est que les gens ils ne savent pas dire non. Et donc, trouver des bons producteurs qui sont sérieux, professionnels, stables, voilà, ça a été une grande difficulté. Et donc, du coup, au bout de la 50e fois où tu arrives et il n'y a rien, bon, bah, tu relativises un peu, tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, bah, écoute, c'est tant pis. Si c'est pas lui, ce sera un autre et on va en trouver d'autres. Et puis au fur et à mesure, voilà, on se décourage pas, mais ouais, ça permet de relativiser, mais aussi bien par rapport à leur mode de vie qui est quand même bien différent d'une autre. Euh,
justement, cette année, on a eu une expérience super intéressante. Il y a Jimmy qui est venu en France pendant un mois, notamment pendant le salon du chocolat. Jimmy, mon associé. Mm. Bah, ouais, c'est une autre méthode de vie. Alors lui, il a adoré certaines choses chez nous, mais pour autant, c'est pas son monde, quoi. Ouais. Il a bien dit, voilà, il ne viendrait pas jamais vivre en France. Par contre, il y a des choses qu'il a appréciées, le fait que chaque chose ait une place à la maison, que quand on rentre chez quelqu'un, bah, on retire nos chaussures parce qu'on évite de tout dégueulasser. Il y a un côté un peu plus organisation où là-bas, c'est un peu plus à l'arrache. Voilà, après, il y a aussi le rapport avec les femmes, où la femme, elle est encore beaucoup trop beaucoup trop contenté de s'occuper des enfants et de faire Mm. la cuisine, d'entretenir la maison. Voilà, pas de liberté. Une femme qui gagne ses sous, c'est une femme qui va partir parce qu'elle est indépendante. Enfin, des idées préreçues comme ça où il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais à côté de ça, non, ça, Jimmy s'en est bien rendu compte que moi, je travaille avec ma compagne. Ma compagne, si elle n'est pas là, Racine Carré, il y a encore un tout Ça petit marche bébé. pas. Voilà, c'est elle qui l'a fait vraiment grandir. Et ce qui m'a permis aussi, moi, d'aller plus travailler sur la partie recettes, création de recettes, développement de toute cette partie-là. Et en fait, il s'est rendu compte qu'un couple qui bosse de manière totalement égalitaire bah, finalement, ça marche. Et c'est même parfois bien, parce que ça t'aide bien, quoi. Ça te permet d'aller plus vite et plus loin que toi tout seul qui veux tout gérer et contenter sa femme d'être un peu juste être la personne qui la nounou, finalement. C'est un peu ça. Donc, ouais, non, il y a cette approche-là qui était super intéressante pour lui. Et puis, je pense que du coup, quand il est rentré au Pérou, il est rentré avec un autre mindset, quoi, une autre vision des choses et l'envie de faire mieux sur certains aspects. Ça, c'est sûr. Tout ça est absolument trop passionnant. Et du coup, ça représente quoi pour toi la chocolaterie aujourd'hui? Ah ben, c'est ma vie, hein. Clairement, c'est un bébé. Un bébé qu'on a fait grandir, qui aujourd'hui marche, commence à courir un peu. Tant mieux, ça en est super fier, aussi bien les producteurs que nous. Voilà, tous les gens qui ont participé au projet, même les gens qui nous ont aidés, voilà, il y a une certaine fierté de voir que ouais, ça marche. Après, il faut savoir qu'au début, moi, on m'a pris pour un fou quand même beaucoup, en me disant Mathéo, jamais tu peux tout gérer, c'est pas possible. Il faut que tu te contentes quand même de voilà sur une chose. On a beaucoup voilà, on a beaucoup dit non mais c'est pas possible, ça arrivera jamais. Donc ça a été aussi une petite source de motivation. Je suis un peu borné sur les bords, parfois. Ça m'arrive. Ouais, ça, donc pas mal de fierté quand même. Et puis, c'est un métier passion. Donc, on vit de notre passion. On est passionné par ce qu'on fait. Euh, c'est quelque chose qui, finalement, même s'il y a une partie production qui est assez répétitive, on fait quand même pas mal de choses différentes, aussi bien sur la partie, comme je disais, les ateliers, les voyages au Pérou régulièrement, qui me permettent aussi de me sortir un peu de cette routine. Euh, la partie dégustation, hein, quand les gens ils rentrent dans la chocolaterie, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a une partie où on va faire découvrir, mais on va leur apprendre des choses. Pourquoi on a cette note aromatique-là? Pourquoi il y a ça qui se passe? Comment ça impacte? Derrière, des questions qui viennent. Et généralement, un client qui rentre dans la boutique, il va facilement rester une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'une Ok. question, on amène une autre, encore une autre, encore une autre. Et du coup, ça nous permet de les fidéliser. Derrière, on est dans un tout petit village à une demi-heure de Nice. Donc, il y a un côté très intimiste. Les gens qui montent là-haut, ils ont le temps. C'est pas une grande ville où tout le monde est pressé et compagnie. Donc, il y a ce rapport-là qui fonctionne très bien aussi par rapport à l'endroit où on est. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qui nous plaît aussi bien à moi et à ma compagne. Et puis après, moi, j'avoue que j'aime beaucoup toute la partie création de recettes, création de nouvelles idées, travailler des nouveaux produits, sourcer absolument tous nos produits. C'est-à-dire qu'on connaît absolument tous nos producteurs de cacao. On connaît aussi absolument tous les produits qu'on va travailler à la chocolaterie. Je parle des fruits secs. On va avoir un chocolat au citron avec le citron de Menton, une productrice de safran qui est notre village, à Saint-Janet.
On va avoir le vin de Saint-Jeannet, qui est mon meilleur ami, avec qui j'ai fait mon école d'ingénieur, qui a le vignoble juste en dessous. Et donc, on va faire une tablette au vin avec son vin. Voilà, on va avoir. On connaît absolument tous les gens avec qui on bosse, on source absolument tous nos produits. Et ça fait aussi partie du discours et de la confiance que les gens nous accordent quand ils viennent à la chocolaterie, c'est qu'ils savent que le produit sera de bonne qualité parce qu'il est bien sourcé, qu'il est derrière bien travaillé, bien mis en avant. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour faire des bonnes choses, il faut juste des bons produits. Hein. Enfin, là-dessus, j'en suis persuadé. Hein. C'est clair, c'est le message de tout le monde déjà, ça je trouve. Et effectivement, et je trouve que du coup, toi, il y a vraiment cette dimension-là avec le fait de... Ah, tu vois, tu parlais de... comment dire, de remercier un peu tout le monde qui est autour de ça, mais effectivement, toi, il y a encore plus une place de les producteurs et ont vraiment une grosse place dans Racine Carrée, quoi. Exactement. Bah, il y a leur nom au dos de la tablette. Ça, je ne Oui. connais pas une chocolaterie qui le fait aujourd'hui, mais parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de le faire non plus. Comme ils passent via des intermédiaires, des sourceurs qui travaillent avec des coopératives, bah, il y a déjà des interférences en fait. Ouais. Et donc c'est assez compliqué. Mais oui, nous, c'est notre petite force par rapport aux autres. Et puis après, quand on fait des tablettes avec des fruits secs, bah, pareil, on raconte l'histoire du producteur de fruits secs ou du safran ou du citron avec lequel on travaille. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens ont à cœur, c'est de savoir d'où viennent leurs produits. Surtout quand voilà, on est sur une gamme de produits qui est quand même assez haute au niveau des prix. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on se doit de faire, d'avoir cette traçabilité à 100%, de la racine au carré de chocolat, c'est le dit dans le nom, il faut aller au bout. Quoi. Non, mais très intéressant et franchement, on pourrait encore en parler très longtemps. Mais du coup, pour finir cet épisode, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si tu étais une des tablettes que vous faites, tu serais laquelle? Ouais, ça, c'est super compliqué à dire. Souvent, je demande aux clients quand ils me demandent ouais, c'est laquelle ta préférée? Je leur dis toujours vous avez combien d'enfants? Ouais, deux, trois. C'est lequel votre préféré? C'est un peu pareil. Mais s'il faut vraiment C'est répondre quoi ta préférée? C'est plutôt celle qui, toi, enfin, pas te correspond le plus, mais si tu étais une des tablettes, tu vois. je pense l'Altomiro 78 qui est la plus complexe selon moi, la plus compliquée aussi à travailler. Parce que parfois je suis un peu compliqué à travailler. La plus compliquée à travailler, qui a énormément de diversité génétique dans la plantation, et donc chaque lot, on rebat un peu les cartes. Et du coup, tu t'ennuies pas non plus avec. Ouais. Donc, ouais, je pense que celle-ci est pas mal. Ou la version non torréfiée, la version crue de cette plantation, qui en ce moment, là c'est l'été, il fait chaud, qui amène beaucoup plus de fraîcheur, un peu plus d'acidité, il y a moins de notes chaudes, comme il n'y a pas de torréfaction. Un peu meilleur pour la santé aussi. Ah ouais? Bah, le fait de cuire un aliment va dégrader Mhm. certains composés. C'est comme une carotte cuite et une carotte crue. Une carotte crue, forcément, va amener plus de vitamines qu'une carotte crue, cuite, pardon. Voilà, donc ça, c'est pas pour le côté bien fait, hein, clairement, que je l'adore. C'est le Oui. côté chaleur, c'est le côté note. Il y a vraiment des notes de mucilage qui ressortent, des notes de miel, une belle acidité sur le fruit jaune, le côté ananas, mirabelle qui peut ressortir. Ouais, celle-là, elle est vraiment bien équilibrée. Ouais, je dirais Altomiro cru, allez. D'ailleurs, du coup, j'ai quelques questions sur ça parce que effectivement, j'ai vu ça il y a pas très longtemps. Tu vois, en fait, c'était dans un magasin bio que j'ai vu une tablette de chocolat cru et Ouais. je me suis dit, ah, mais je savais pas du tout que c'était possible de faire ça Ouais. parce que tout le monde le torréfie. Mais du coup, est-ce que ça, il y a je sais pas comment dire, tu vois, enfin, des différences de conservation, de traitement Alors, du chocolat ou. le chocolat, il va. Alors, il y a deux choses. Nous, on se le permet parce qu'on gère justement toutes ces étapes Ouais. de A à Z. Donc, on sait que la fève de cacao que tu vas pouvoir manger, elle est saine. Il n'y a aucun développement bactériologique possible. Le seul problème de développement bactériologique dans le chocolat, c'est l'eau. L'eau va permettre aux bactéries de se développer. Donc, à partir du moment où tu as quelque chose qui est sec, normalement, le développement bactérien, il est pas trop possible. Mm. Euh, là où il peut avoir un problème, c'est si tu commences à faire des ganaches avec. Des ganaches Ok.
la partie où tu vas ramener une partie aqueuse, une partie de l'eau. Là, potentiellement, tu peux avoir des bactéries qui vont se développer. Après, nos fèves sont analysées, il y a zéro trace de pathogènes, ce genre de choses, du fait de la fermentation qui est bien réalisée. Hein. Quand on va faire une fermentation, tu vas débactériser déjà avec l'acide acétique, donc le vinaigre que tu vas créer, tu descends un milieu avec un pH en dessous de 3, ce qui va déjà éliminer une partie des bactéries qui sont mauvaises pour la santé. Et en deuxième temps, tu vas l'exposer aux UV du soleil. Nous, on ne fait pas sécher à même le sol avec les poules qui viennent, les chiens, les trucs et compagnie. On va faire ça sur des lits de séchage, rehaussés, voilà, qui sont désinfectés entre chaque utilisation. Voilà, il y a tout un process qui est bien respecté. Après, oui, forcément, je le déconseille aux femmes enceintes, comme un jambon cru, sushi ou ce genre de choses. C'est un produit qui est cru, donc forcément, c'est un peu. Mais t'as pas de, comment dire, tu vois, parce qu'une tablette de chocolat, en fait, on peut la garder très longtemps. Là, Ah, y a ben, pas, c'est pareil? normalement, oui. Alors, moi, la Ok. seule chose que je fais, c'est que je le déshydrate. Comme je disais, le Ok. côté humidité est un problème. La fève qui arrive en sac, elle est à autour de 7% d'humidité. Je vais le passer pendant une journée à peu près à 45 degrés pour le déshydrater un maximum. Et là, on descend autour de 3,5. Et normalement, après, la reste d'humidité s'élimine au moment du broyage. En brassant, ça va chauffer, ça va continuer d'évaporer le reste d'humidité qu'il y a. Et donc, normalement, il n'y a pas de souci. C'est un produit, c'est un produit gras, quoi. Enfin, c'est comme de l'huile, comme du miel, comme du sucre. C'est de la matière grasse avec du sucre. C'est des produits qui sont impérissables. Voilà. Aujourd'hui, la législation française, quand tu as une tablette, tu coules une tablette de chocolat noir, tu as 2 ans de délio. Si elle passe ces 2 ans de délio, tu la prends, tu la fais refondre, tu la recoules, elle reprend Ouais. 2 ans. Donc voilà, Et, ça. et au niveau du goût, du coup, ça va être quelque chose de plus frais. C'est ce que tu disais, des notes Ouais. plus. Alors, tu n'auras pas d'amertume. Alors, ça dépend. Ok. C'est difficile de parler de chocolat cru parce qu'il y a des chocolats crus qui sont, à mon goût, pas terribles. Parce que justement, la fève de cacao, bah, elle n'a pas eu le traitement qui permettait de pouvoir exorcer toutes les saveurs. Nous, on a 2 origines de chocolat cru, deux plantations avec lesquelles on travaille, qui sont des plantations où là, généralement, on a des fermentations qui sont très longues en fait. Donc, on a déjà des notes très abouties une fois la fermentation faite. Et généralement, c'est des chocolats où je fais des torréfactions très douces, déjà de base. Et le fait de ne pas torréfier, bah ouais, on va pas développer d'amertume, parce que le fait de griller, en fait, ça amène de l'amertume du corps. Hein. C'est comme quand tu prends une tartine de pain, tu laisses dans ton grille-pain trop longtemps jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Cette partie noire, c'est ça qui est amer. Et c'est pourquoi le chocolat un peu industriel va avoir Ouais. justement le côté amer, c'est que bah, ils vont débactériser ça du fait qu'ils ne savent pas la provenance, comment ça a été traité, s'il y a des risques bactériologiques, et ils ont plutôt intérêt à le faire vu que le cacao tout venant, voilà, c'est des conditions d'hygiène qui sont très loin de nos normes européennes, on va dire. Voilà, donc nous, comme on gère la partie en amont, on se permet de le faire et on va avoir du coup plus de fraîcheur, on va Ouais. conserver notre fermentaire, notes de fruits qui vont être présentes, notes de mucilage qui vont ressortir aussi. Peut-être pour ça que je l'adore, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du fruit frais. Et un petit peu plus d'acidité aussi, parce que l'acide acétique qu'on a créé lors de la fermentation, on l'élimine au séchage, on l'élimine à la torréfaction, on l'élimine au broyage. Forcément, on retire la torréfaction, donc on va conserver un petit peu plus d'acidité, mais qui est intéressant parce que ça casse le gras et que ça amène. Voilà, c'est un peu différent, mais je trouve que c'est plus frais. Surtout en été, ça marche trop bien. Quand il fait chaud comme ça, Ok. c'est beaucoup plus intéressant pour moi de manger une tablette de chocolat cru que quelque chose qui a été un peu poussé en torréfaction. Ça amène des notes chaudes. C'est ce que me disait souvent Asna quand j'étais en apprentissage là-bas. Elle a souvent des notes chaudes et des notes froides. Pour un équilibre dans ses recettes, elle va travailler voilà, quelque chose de chaud et quelque chose de froid. Le fait de torréfier, ça va amener des notes chaudes, hein, des notes qui sont très agréables quand il pleut dehors, devant la cheminée. Tu prends un petit carré de chocolat, ça va te réconforter, ça va amener une chaleur dans ton corps. Le chocolat cru, ça va plutôt faire l'inverse. Ok, non mais très intéressant. Le Pérou en 3 saveurs, ça donne quoi? Le ceviche, le ceviche, le lomo saltado
sais pas si ça te parle. C'est Non. un espèce de bœuf. Le ceviche, bon, bah, poisson cru. Oui, oui. Alors, souvent, on voit sur les cartes au restaurant en France, ceviche, nanan, ils te mettent de l'avocat, du jus de la passion, nanan, rien à voir. Ceviche, c'est citron vert, c'est le poisson Du lait de et, coco, non? Un et leche non, de tigré? Ah non, il n'y a pas? il n'y a pas de lait de coco dans les tigrés. Ah oui, pardon. Tigré, c'est quoi? C'est du jus de citron et les déchets du poisson qui sont mixés et après ils le filtrent pour récupérer une espèce de soupe entre le poisson et le jus de citron. Et des oignons rouges taillés finement et le piment. Voilà. Un peu de coriandre, ça c'est la base du ceviche. Et puis après, tu accompagnes avec soit des petits maïs croquants, une patate douce, tu peux avoir du manioc, tu peux avoir plein de choses différentes à côté, mais jamais il y a d'avocat. En tout cas, le ceviche péruvien. Après, le ceviche mexicain, colombien, ça c'est autre chose. Mais le vrai ceviche de base, c'est une combinaison de harri, donc le piment, limon, qui est le citron, et le poisson. Voilà. Donc ceviche, ça c'est obligatoire. Plus là-bas il fait chaud, tu as 40 degrés, ça te fait ça. Tu as besoin d'avoir cette fraîcheur-là. L'homo saltado, c'est une cuisine fusion entre asiatique et péruvien. Il y a eu énormément d'immigration asiatique au Pérou, japonaise et chinoise. Et donc, du coup, c'est un espèce de bœuf sauté revisité où ils vont rajouter des tomates, des piments un peu sucrés, entre le piment et le poisson, quoi, qui ne piquent pas énormément, des frites, des frites dedans, on est au Pérou, et voilà. Des petites tomates, tout ça revenu en mode bœuf sauté, et ça, c'est une tuerie, vraiment, j'adore ça. Et après, j'hésite le droit dernier, parce qu'il y a le piment, mais le piment, je l'ai dit dans le ceviche, je l'ai dit dans l'homo saltado, qui m'ont fait partie de la culture péruvienne. Et derrière, je dirais le cacao, hein, forcément. Le cacao frais, le mucilage, le jus de cacao qui pour moi, voilà, c'est les 3 vrais plaisirs que j'ai quand je retourne là-bas. C'est les 3 choses que je veux absolument manger parce que t'as beau en avoir ici sous forme pasteurisée du mucilage ou un ceviche, voilà, mais tu retrouves jamais le goût typique du Pérou avec les ingrédients locaux et tout ça qui est un haleine de Proust pour moi. Voilà, je passe 9 mois ici en France. Dès que je retourne là-bas, c'est les 3 choses que je vais manger. Et est-ce qu'il y a un autre chocolatier ou une chocolatière avec qui tu aimerais bien faire une création de tablette à 4 mains? Ou peut-être un bonbon, tu vois, créer un bonbon. Alors, on en discute. On est très amis avec Cantou. Je ne sais pas si ça te parle, Cantou. C'est un bean to bar à Montréal. Et en fait, Non, je connaissais pas. elle est péruvienne. Elle est péruvienne, donc forcément, on a des choses à se raconter autour de ça, avec Maxime qui est son mari, qui lui est canadien. Et Cantou, elle a une approche qui va se rapprocher de la nôtre, dans le sens où c'est elle qui, tous les ans, elle travaille uniquement des fèves du Pérou, aux 4 coins du Pérou. Elle se rend dans les différentes coopératives et elle sélectionne ses lots qu'elle veut. Donc, il n'y a pas de mélange, tout ça. Donc, elle a vraiment des lots d'exception. Et on se croise tous les ans au centre du chocolat. Voilà, c'est nos copains, on s'échange des tablettes. Dès qu'on a des clients qui partent à Montréal, on leur file des paquets. Dès qu'ils ont des clients qui viennent dans le sud de la France et autres, ils leur donnent des paquets. Donc, on a des tablettes d'eux tout le temps et tout ça. Donc, c'est vraiment ma chocolatière préférée. Et on devient amis. Et en fait, on a déjà émis l'idée de faire une collab. Mais un peu différente. C'est-à-dire qu'elle viendrait éventuellement dans notre centre de fermentation au Pérou. On ferait une récolte ensemble, on sécherait ensemble. Ce serait le lot pour Cantou, de Racine Carrée, mais pour Cantou. Et à l'inverse, elle est originaire de Pangoa, qui est dans le Braille, au Pérou, dans une autre région. Et donc moi, j'aille là-bas et que je fasse une fermentation avec ces fèves-là de cacao d'où elle est originaire. Et donc on est 2 lots en fait de fèves qu'on puisse échanger et voir ce qu'elle arriverait à faire avec nos fèves et moi voir ce que j'arriverai à faire avec ces fèves qu'elle travaille depuis toujours. Voilà. Donc une espèce de crossover de fermentation, de récolte et de sourçage de fèves, de sourcing de fèves. Et ouais, c'est un projet maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on en parle.
on n'arrive pas du tout à se caler au niveau des dates. Ouais. C'est compliqué, mais un jour, on y arrivera. C'est sûr qu'on y arrivera. On a à cœur de le faire. On sait qu'on en a très envie. Faut juste qu'on arrive à prendre le temps. Bon, eux, ils existent depuis déjà un peu plus de temps que nous. Donc, voilà, nous, on est encore au début, mais je suis sûr que dans si c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après ou encore l'année d'après, mais on y arrivera. Trop Voilà. bien. Franchement, trop chouette comme projet. Merci, c'est cool. Du coup, j'ai 4 dernières questions. Aïe, aïe, aïe. Ganache ou praliné? Praliné, je déteste les ganaches. Je déteste ça. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est gras, c'est écœurant. J'ai trop de mal. Je suis désolé, j'ai beaucoup trop de mal. Alors que le praliné, c'est ma vie. Bah, chez Racine Carré, on fait que des pralinés. Hein. Zéro ganache, que des pralinés. Ah oui, non, mais je comprends. Enfin, en fait, il y a un côté plus réconfortant et plus gourmand dans le praliné. Ouais, 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 ouais. Ouais, je sais pas. Moi, c'est ce côté écœurant de la crème avec le chocolat qui me déplaît. Et puis après, niveau conservation, conditionnement et compagnie, d'un point de vue beaucoup purement technique, la ganache, c'est compliqué. Ouais. C'est plus compliqué à gérer. Mais puis, j'aime pas ça. Donc, je me vois mal faire des choses que j'aime pas chez Racine Carré. Donc, praliné 100 fois. Du coup, un bonbon de chocolat ou une tablette? À ce moment, j'ai un petit crush avec notre tablette au citron de menton. On travaille vraiment pas comme n'importe quelle tablette au citron, c'est-à-dire qu'on ne met pas des citrons confits au dos de la tablette. On travaille avec une maison qui s'appelle Maison Ganac, qui est anciennement la maison du citron à Menton, qui eux nous fournissent un citron de Menton qu'ils prennent en entier, qui déshydratent, qui le réduisent en poudre. Et donc vous avez comme une espèce de poivre de citron, quelque chose, une poudre très fine que j'intègre à ma tablette. C'est-à-dire que vous n'avez pas de morceau de citron, mais vous avez la saveur quand même qui est présente. Et elle est très gourmande avec notre 67 qui a des notes un peu lactées, très rondes. Ça vous donne l'impression de manger une espèce de tarte au citron meringuée, quelque chose de assez aérien, assez gourmand, avec cette acidité qui va bien, qui manque un peu d'ailleurs sur cette origine-là. La génétique, voilà, c'est le chocolat un peu plus consensuel qu'on va avoir, le Ouais. 67 Alto Guayabamba. Il n'y a pas d'amertume, pas d'astringence, pas d'acidité, c'est une petite douceur assez crémeuse. Là, ça fonctionne avec le citron, ça lui met juste le petit peps qui lui manquait et ça crée une tablette qui est vraiment, pour moi, méga gourmande et qui marche trop bien. Cabosse, du coup, ou tablette? Un cabosse, 4 milliards de fois. Je suis capable vraiment de manger 10 cabosses de suite. Ah ouais? Ah ouais, non, mais je m'en fais des orgies là-bas, hein. C'est indécent. Hein. Non, non, et puis ce que j'aime dans la cabosse, et puis ça a été aussi, ça fait partie de mes études, mon heure de fin d'études et toutes ces choses-là. Mais voilà, prendre une cabosse dans une plantation que tu ne connais pas, d'une génétique qui ne dit pas grand-chose, qui est un hybride croisé d'un nain, et découvrir et apprécier et sentir, c'est quelque chose qui me plaît plus. Chocolat, finalement, ça paraît un peu particulier, mais j'en mange presque trop. La Mmh. cabosse, c'est quelque chose qui, une fois Ouais, par an, ça reste ton petit plaisir, quoi, ouais. ouais, c'est une fois par an, c'est plus rare, c'est plus. Voilà, mais on fait des sorbets aussi, tu me dis, on fait 2 parfums, chocolat ou mucilage de cacao, bah, je vais sur mucilage direct. Même si la chocolat est excellente, mais je vais sur mucilage. Et Noël ou Pâques? En termes Qu'est-ce que tu d'intensité de préfères, toi? travail, en termes d'intensité de travail ou la fête que ça représente? Non, généralement, les chocolatiers et chocolatières pensent toujours en termes d'intensité de travail et du coup, c'est souvent Pâques qui remporte le Ouais, Pâques, c'est moins pire, mais Pâques, c'est du last minute. Hein. C'est vraiment du last minute. C'est-à-dire que Pâques, c'est un sprint, Noël, c'est un marathon. Et surtout Ouais, que nous, ça commence avec le salon du chocolat, qui est fin octobre, début novembre. On enchaîne avec l'anniversaire de la chocolaterie, qui est autour du 20 novembre, euh, calendrier de l'Avent. Et puis après, ouais. à partir du 1er décembre, les gens, ça y est, ils font leur cadeau. Donc,
Et là, il faut être à fond tout le temps, réassort tous les produits le plus que tu peux. Voilà, c'est. Alors que Pâques, c'est vrai que tu prépares, tu as l'impression que tu en as trop fait, et puis tu arrives le dernier week-end, bah, et elle est passée. Peut-être que Pâques, c'est quand même plus cool. Après, j'aime bien Noël, la symbolique de Noël, repas de famille, on mange bien, tout ça. Puis Noël, on prend le temps de le fêter. Alors que Pâques, en tant que chocolatier, on ne prend jamais le temps de le fêter, tu n'as pas le temps. Peut-être pour le côté humain, peut-être Noël est plus cool. Non, mais très bien. Merci beaucoup, c'était trop intéressant, Mathéo. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? De qui tu aimerais bien entendre l'aventure? Je pense à une personne directement, c'est mon ami Florian Gaglio, qui est le chef pâtissier de l'hôtel du Couvent, avec qui je suis parti au Pérou cette année, qui est une personne super douée. Enfin, franchement, ses desserts, moi, ils me fascinent, enfin, ils me tuent à chaque fois, vraiment ultra bon. Et puis super sympa comme mec, un peu drôle, un peu sympa. Enfin, ouais, vraiment, c'est un chouette type. Je pense à Florian en premier. Très bien. Comme je sais que voilà, pâtisserie, tout ce genre de choses, je pense que ça correspondrait bien. Parfait, merci beaucoup. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Oui, dire aux gens d'essayer de mieux manger du chocolat, essayer de regarder un peu plus au dos de la tablette, voir ce qu'on y trouve. Moins il y aura d'ingrédients, mieux normalement il sera. Essayer de se poser la question de d'où il vient, et puis prendre le temps de le déguster, c'est-à-dire avoir une consommation en plus petite quantité, mais un peu plus éclairée sur ce modèle-là. Et voilà. Merci beaucoup, Mathéo. Avec grand plaisir. Merci à toi de l'invitation. C'était super. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!